Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on est on? Je crois que oui. C'est Ça a l'air parti. d'être bon. Ouais. Alors, est-ce que... Bon. Bonjour à tous et bienvenue. On va attendre quelques secondes, le temps que quelques minutes peut-être, le temps que les participants nous rejoignent. Mais en tout cas, bienvenue. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui avec Devan. On se présentera un petit peu plus tard. On a plein de villes différentes là. Strasbourg, Toulouse, Rouen. Bah, dis donc, c'est Eh émouvant. bien, moi, je vais vous dire Quimper. Ah, bonjour de Biarritz, pour ma part. Quimper, bah, ouais. Pour ma part, c'est de Paris, mais étant natif de Quimper, j'ai une petite sensibilité. Voilà. Bonjour de Paris. Alors, est-ce que peut-être ça va nous intéresser de savoir, alors d'où vous venez, c'est très intéressant bien sûr, mais également ce que vous Je vais vous faites, présenter. pour qu'on ait une petite idée de profil des personnes qui sont avec nous. Une petite présentation en 2 mots, c'est parfait. Comme ça, on pourra aussi se présenter avec des vannes. Et en attendant, on va aussi vous envoyer peut-être un petit questionnaire qu'on a élaboré. C'est un baromètre que Cali Social a lancé. Ça peut, voilà, en attendant que les personnes arrivent, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous ont rejoints. C'est super. Responsable de mission RH, spécialisée dans le dialogue social. Bonjour Laure. Très bien. Merci pour la précision. Et pareil pour les autres, si on peut avoir des fonctions de ce type, ça nous intéresse. Alors, Alors, on a un partage là du baromètre qui a été bah fait. ouais. Euh, En effet, on lance ce baromètre chez Cahier Social depuis la rentrée parce que, bah, justement, on s'intéresse un peu à ce qui se passe dans cette période de reprise. Et donc, on lance une petite étude qui nous permettra d'avoir des chiffres qui seront ensuite partagés et qui nous intéressent directement par rapport à ce qu'on fait chez Cahier Social. Donc, si vous avez un petit moment là. C'est ce qui nous rassemble d'ailleurs aujourd'hui. C'est le grand sujet du moment. C'est la reprise, Ouais, tout à c'est fait. la motivation, c'est l'engagement des collaborateurs dans ce nouveau contexte de reprise. On va en parler un petit peu plus tard. Ce qu'on peut faire déjà, c'est commencer. Alors, est-ce qu'on démarre, à ton avis, Devan? Je dirais oui. Tu dirais oui. Ah, c'est la première fois que je suis Webikio, donc je sais pas combien de personnes sont connectées, mais ah oui, je vois qu'il y a du monde quand même. Ok. Là, on a un peu de monde quand même. On peut démarrer. De toute façon, on va vous repartager le lien du baromètre en fin de webinar. Donc, si vous voulez y répondre, c'est avec grand plaisir. Ouais. Si vous voulez continuer à vous présenter. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. On est dans un webinar très interactif. Nous, notre objectif, c'est de répondre à vos questions aujourd'hui. On va évidemment échanger avec Devan. J'ai beaucoup de questions pour lui. Mais si vous en avez aussi, n'hésitez pas pour Devan, pour moi. On est là pour échanger. Et après, on prendra aussi un peu de temps à la fin pour, pour, pour répondre aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Euh, donc voilà. Allons-y, on peut démarrer. On a encore plus de monde que tout à l'heure. Donc, bienvenue à tous, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir, d'animer aujourd'hui ce webinaire avec Devan. Euh, on va se présenter. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de comment retrouver sérénité, motivation, engagement lors de la reprise. C'est la rentrée, c'est important. Je pense qu'on vit tous un peu cette période assez particulière. Chacun à sa façon, on va essayer de décrypter ça, d'analyser ça et d'en parler pour essayer de comprendre les nouveaux besoins, les nouvelles motivations de chacun. Ce qu'on peut faire, c'est pour se présenter rapidement. Donc,
moi, je suis Rita Laraki, donc je suis chez Zest. Zest, c'est quoi? C'est une entreprise de française. On est une trentaine de collaborateurs, alors très engagés pour le coup. C'est important d'être les cordonniers les mieux chaussés quand on adresse des sujets d'engagement. Donc on accompagne des clients de toute taille, de différents horizons, donc un peu à l'international. Et notre objectif, c'est quoi? C'est d'accompagner les collaborateurs et les entreprises pour bah, développer, pour promouvoir l'engagement des collaborateurs au sein des entreprises à travers une application web, mobile, où voilà, on va vraiment donner aux collaborateurs la possibilité de s'exprimer à différents moments de son expérience pour faire remonter du feedback, pour demander du feedback à ses pairs, à ses collaborateurs, à son manager. Et tout ça dans une optique d'être épanoui et performant donc, pour l'entreprise. Devan, je peux te laisser te présenter? Oui, très bien. Donc moi, c'est Devan Perrault. Comme je l'ai dit, je suis natif de Quimper. Et donc, je travaille pour Cahier Social. Alors, Cahier Social, d'abord, est un cabinet de prévention en risques psychosociaux qui existe depuis, alors la structure existe depuis 13 ans, je crois, et puis le dirigeant de Cahier Social travaille depuis plus de temps encore sur la prévention des risques psychosociaux. Nous, notre travail chez Cahier Social, c'est de prévenir, de faire de la prévention de multiples façons. J'irai plus en détail tout à l'heure sur ce qu'est la prévention sur ce que sont les risques psychosociaux et ce qu'est la prévention des risques psychosociaux. Mais disons que aujourd'hui, on répond à l'ensemble de la chaîne des choses qui peuvent nous être demandées en termes de prévention. Alors on peut le voir ici, beaucoup de clients avec des enseignes assez qui vous parleront. Cahier Social, c'est aujourd'hui, en termes, pour vous donner une idée un peu de volume, en fait, on est une équipe cœur d'une vingtaine de personnes à Paris et on s'appuie sur un réseau de plus de 200, 250 spécialistes des risques psychosociaux. Dans ce réseau, alors j'ai vu qu'on avait une psy du travail avec nous. On a beaucoup de psychologues du travail qui ont souvent des profils un peu doubles où ils sont issus du monde de l'entreprise et ensuite ils se sont formés à la psychologie du travail pour l'exercer désormais. Donc ça, c'est beaucoup de consultants sur lesquels on s'appuie pour répondre aux besoins de nos clients. Également des profils de tout type, alors dans la sphère de la psychologie beaucoup, mais également tout ce qui a trait à l'humain en entreprise pour répondre aux besoins exprimés par nos clients. Voilà. Et moi, mon travail personnellement, c'est comment dire, de prendre les problématiques que nous proposent nos clients et de les rapporter à l'ensemble des solutions qu'on peut avoir et donc de proposer des dispositifs d'accompagnement pour encore une fois, prévenir les risques psychosociaux au sein des entreprises. Voilà. Ok. Je t'en prie. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va adresser plusieurs sujets. Je vais arrêter ma présentation pour le moment. Hop. Comment je fais pour l'arrêter? Bon, après, c'est pas très grave. Bien, vous avez le temps de voir les références clients de Cahier Social comme ça. Voilà. Je ne sais pas du tout comment arrêter. Bon, c'est pas très grave. Non. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, aujourd'hui, on a vécu une période assez difficile, une crise sanitaire, mais aussi économique, et à laquelle aujourd'hui, s'ajoute aussi une crise psychologique où on voit de plus en plus de risques psychosociaux apparaître, notamment au sein des entreprises. Il y a beaucoup d'obligations légales de la part de l'employeur. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de parler de plusieurs approches, de voir comment on peut détecter rapidement ces signaux faibles, ces situations
à risque, comment on peut identifier les nouveaux leviers de motivation des collaborateurs, parce que je pense qu'ils ont beaucoup évolué ces derniers temps, et comment on peut voilà, respecter ces obligations légales. Et donc, on va parler de Cali Social, on va parler de ZES, mais on va parler aussi de beaucoup d'autres solutions qui peuvent exister aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions-là. Donc, déjà, on va dans un premier temps parler du contexte, déjà de voir ce qu'on observe aujourd'hui dans les entreprises en matière d'engagement, de désengagement, de RPS, quels sont les enjeux. Donc, si on veut, Devan, j'ai une première question pour toi. Déjà, pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi cette reprise est si particulière? Eh bien, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, ça amène une autre question qui est de savoir ce qu'on met déjà derrière ce mot reprise. Alors pour moi, la reprise aujourd'hui, elle a deux significations principales. C'est la fin de la généralisation du télétravail, puisque depuis le 31 août, il n'y a plus d'obligation des entreprises à mettre, alors c'était 4 jours sur 5, les collaborateurs en télétravail pour ceux qui peuvent télétravailler. Donc aujourd'hui, c'est la fin de cette obligation-là, ce qui implique une reprise du travail au bureau. Et ensuite, la reprise, c'est aussi, tu l'as bien dit Rita, on a traversé en 2020 un contexte de crise économique, puisque, alors le chiffre de 2020, c'est 8% de récession. Donc c'est important, et c'était plus arrivé, je pense, depuis 2008. Et là, 2021, c'est la reprise économique, et l'INSEE a sorti ses chiffres, ses prédictions là hier. On prévoit une croissance à 6% en France. Donc c'est ça aussi le contexte de reprise. Maintenant, c'est la question qu'on pose. Pour moi, c'est pourquoi c'est un enjeu et pourquoi c'est un enjeu. Enfin, cette reprise représente un moment important pour ce qui a trait à la sérénité, à la motivation et à l'engagement du collaborateur. Et là-dessus, ouais, dis-moi Rita. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être j'imagine que tout le monde doit savoir, mais si on peut refaire un point sur les RPS et l'engagement aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, les risques psychosociaux, alors pourquoi est-ce qu'on fait de la prévention risques psychosociaux? Parce qu'il y a une obligation légale de l'employeur, qui est l'article 41-21 du Code du travail, de préserver la santé, alors je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais je crois oui, c'est mentale et physique, physique et mentale, dans cet ordre-là, des collaborateurs. Donc ça, c'est une obligation qui incombe à quelques employeurs qui soient en France aujourd'hui. Ce qui implique de s'intéresser à ses collaborateurs et de mettre en place régulièrement des outils ou des approches qui permettent de prévenir les risques psychosociaux. Alors, les risques psychosociaux, c'est quoi? J'ai préparé rapidement de façon un peu générale les grandes familles de risques psychosociaux qui sont issues de l'INRS, qui est l'institut scientifique qui établit un peu de façon officielle ce que sont les risques psychosociaux aujourd'hui. Alors, les grandes familles, c'est quoi? C'est l'intensité et le temps de travail. En gros, les journées qui peuvent être trop longues ou un enchaînement trop fort, trop proche entre les réunions, des horaires qui sont imprévisibles, qui peuvent, on peut se dire que le matin on finit en arrivant le matin au bureau, on va finir à 18h et en fait c'est 23h. Donc c'est des choses qui viennent, solliciter la psychologie du collaborateur. Ça, c'est une famille. Une autre famille, c'est les exigences émotionnelles. Donc, tout ce qui est confrontation avec des émotions vives, que ce soit, et ça on retrouve beaucoup dans le tertiaire, qui représente aujourd'hui la majorité de notre économie aujourd'hui, dans le tertiaire, avec des exigences clients qui sont fortes, des exigences utilisateurs, etc. Et en fait, exigences émotionnelles, on peut être aux prises comme ça avec des émotions vives.
Ensuite, le manque d'autonomie, avec dans le travail, l'impossibilité finalement d'être acteur de son travail. Ensuite, les rapports sociaux, au travail. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à la psychologie sociale et relationnelle. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des bons rapports avec ma hiérarchie, avec mes pairs? Et si c'est pas le cas, ça peut être générateur de risques psychosociaux. Et dans les deux dernières familles, il y a les conflits de valeurs. Donc ça, c'est est-ce que je suis aligné avec les valeurs de mon entreprise? Voilà, je ne sais pas moi si on est extrêmement écolo et qu'on va travailler dans une entreprise de l'énergie primaire, peut-être qu'il peut y avoir une confrontation éventuelle de valeurs. Et ensuite, l'insécurité socio-économique, c'est-à-dire est-ce que mon emploi est stable et est-ce que je me sens, tranquillisé par le contrat, la situation que j'ai aujourd'hui. Donc en fait, ça, c'est des grandes familles de risques psychosociaux, et ensuite, il y a des sous-familles. Mais cet ensemble-là, aujourd'hui, sont classés comme étant les déterminants du bien-être du collaborateur, d'un point de vue psychologique. Donc voilà ce que sont les risques psychosociaux de façon un peu scientifique, mais ce qu'il faut retenir et la synthèse, c'est que c'est vraiment l'état psychologique et la santé mentale du collaborateur. Ok, et ça a un lien quand même avec l'engagement des collaborateurs. Très direct, parce que qui se sentent bien. Ouais, tout ce que je viens de citer comme facteur de risque vont impacter l'engagement du collaborateur. Dans le sens où, je parlais de conflit de valeurs, si on ne croit pas en ce qu'on fait au quotidien, nécessairement, quand la fin de la journée, c'est 18h, à 17h59, on a déjà fait son sac, on est prêt à partir. Donc ça a en effet un impact, ce sont des facteurs qui ont un impact fort sur la santé mentale du collaborateur. Mais là, quand je vais encore plus loin, que je parle d'engagement, et ce qui va intéresser directement une entreprise, une direction RH, une direction tout court, c'est que ce collaborateur-là, qui finit à 18h, il soit suffisamment aligné avec son entreprise, et il ait suffisamment envie de rester au sein de son collectif et avec ses collègues pour en faire plus que le travail qui lui est simplement prescrit. Et c'est important sur la notion d'engagement, en effet. Je peux même appuyer ton discours avec des chiffres, qu'on retrouve aujourd'hui. Alors déjà, on peut voir d'après, je cite mes sources, le baromètre empreinte humaine, qu'au printemps 2021, 45% des Français étaient en détresse psychologique, ce qui est quand même assez énorme. Et au printemps, on sortait tous où on était, je pense même déjà en plein reconfinement. Il y en a aussi 70% qui reprochent à leur employeur un manque de prévention des RPS. Pourquoi on parle aussi aujourd'hui de reprise, c'est que 50% des salariés français ressentaient de l'appréhension à l'approche de la rentrée. Et en fait, c'est là où on voit un désengagement, parce qu'il y a une grosse partie d'entre eux, je parle de 63% des salariés, qui se rendent compte qu'ils devraient attacher moins d'importance au travail dans leur vie. Donc, quand tu parles de la personne à 17h45 qui a déjà fait son sac, c'est qu'en fait, le travail aujourd'hui est moins, on va dire, important pour lui, et qu'il attache plus d'importance à des sujets, je pense, comme la vie privée, son épanouissement personnel. Et aujourd'hui, on peut parler aussi de coûts pour l'entreprise. Un collaborateur qui est désengagé, c'est 14 000 € par collaborateur. C'est énorme. Ouais. Ce qui représente au total aussi pour l'entreprise. Alors, j'ai des chiffres où on peut avoir jusqu'à 97 milliards d'euros pour l'économie française. Ça représente le désengagement des collaborateurs. Oui, j'avais vu, je crois que c'est une étude qui est parue il y a 1 an sur les coûts cachés du travail. Et en effet, ce que implique un mauvais management ou une organisation qui soit pas bénéfique alors on va peut-être pas parler de
santé mentale trop précisément, mais du moins au bien-être du collaborateur, et ce qui implique en effet des arrêts de travail ou des modes de production, de travail qui soient moins forts que si le management et l'organisation répondaient à ces problématiques-là. Donc en effet, le lien que tu fais entre comment dire, engagement au travail et productivité d'une entreprise et donc finalement capacité à être rentable est assez direct. Et c'est vrai que nous, c'est un discours qu'on porte beaucoup chez Cahier Social, c'est que on s'intéresse de très près, notre métier est de s'intéresser à la santé mentale des collaborateurs, mais pas pour le faire, ça nous intéresse, mais en fait, c'est pour se mettre au service de la performance globale de l'organisation dans laquelle on intervient. Donc, c'est en effet important. Alors, ce que tu disais sur tes chiffres du printemps 2021, en effet, on a observé là, et c'est beaucoup sorti dans la presse, dans les médias, en mars, avril dernier, il y a eu une grosse tendance à parler à un public bien plus large des risques psychosociaux. Alors, on les appelait pas comme ça dans la presse généraliste. On parlait des psychologies des Français. Et nous, en effet, chez Cahier Social, puisque on travaille en France avec des entreprises et des collaborateurs français. Chez Cahier Social, l'observation qu'on faisait de l'état d'être des collaborateurs correspondait assez à ce qu'on pouvait voir dans la presse généraliste. Donc oui, il y a eu une tendance, quelque chose de conjoncturel lié à ces confinements multiples. Cela dit, voilà, dire que aujourd'hui ça désengage au global, ça a désengagé au global les collaborateurs, je suis pas sûr, mais je pense qu'en effet il y a des déséquilibres qui se sont créés dans comment dire, dans l'état d'être d'une personne, parce que confiné, pas de possibilité d'aller boire son verre, d'aller voir sa famille, ses copains, etc. Donc ça s'est retranscrit dans le travail. Et maintenant, l'enjeu de la reprise va être de réaligner tout ça. Et je pense que ce qui peut être intéressant là, c'est de parler des choses en fait, qu'on a pu observer sur cette période et qu'on fait basculer dans la sphère travail, un peu les pratiques et d'une certaine façon, et du coup je le crois, un peu les mentalités aussi de ce point de vue-là. Ok. J'ai une question de Marie. Oui. Sur un chiffre que j'ai donné tout à l'heure sur le coût du désengagement des collaborateurs. C'est très simple quand on fait le compte. Quand on a un collaborateur qui est absent pendant quelques temps, il faut bien le remplacer. Ça, c'est un coût. Quand il s'en va et qu'on ne l'a pas anticipé, ça, c'est aussi un signe de désengagement. Ça a un coût, le recrutement a aussi un coût. Et, il y a beaucoup d'éléments en fait qui font que au bout du bout, quand un collaborateur est désengagé et qu'on a dû le remplacer et qu'on doit recruter quelqu'un à sa place parce qu'il ne nous a pas prévenu, ça représente au total un coût de 14 000 € pour l'entreprise de le remplacer en fait tout simplement. Donc ce sont des coûts cachés quand on parle de temps de travail ou quelqu'un qui doit travailler du coup un peu à sa place, qui va prendre plus de temps pour travailler. Eh bien, ça représente parfois des coûts qui sont assez importants, conséquents pour les entreprises. Ouais. Et je pense que les chiffres que tu donnes sont issus d'une étude en fait il y a 2 ans de l'Institut Sapiens qui de façon assez scientifique s'intéresse en effet à l'ensemble des coûts cachés du travail, c'est-à-dire qui sont en fait dans les coûts cachés du travail il y a des coûts incompressibles, donc il y a tout ce qui a trait aux arrêts de travail logiques qu'on peut prendre pour maladie, etc., qui existent. Et ensuite, il y a toute cette sphère de coûts cachés sur lesquels les entreprises ont de vrais leviers d'action. Et parmi ces leviers d'action, il y a en effet faire de la prévention des risques de façon à ce qu'il n'y ait pas des arrêts de travail qui soient provoqués soit par une surcharge, soit par un mauvais management, soit par un rythme de travail effréné,
soit par un désengagement lié à un désintéressement pour la mission de l'entreprise. Bref, en fait, il y a tout un tas de leviers qu'ont les entreprises aujourd'hui pour jouer sur ces coûts cachés. Et ces coûts cachés du travail représentent une vraie manne financière pour les entreprises en France. Et je vous invite vraiment à aller voir cette étude parce qu'elle est assez parlante. Et l'espèce de chiffre un peu choc qu'ils sortent, c'est que donc les coûts cachés du mauvais management seraient de 108 milliards par an, soit 4,7 points du PIB français. Voilà. Donc ça, c'est ce qui sort. Après, bien sûr, je pense qu'il n'est pas possible d'aller chercher tous ces coûts-là, mais cela dit, il y a une vraie marge et c'est intéressant de se pencher là-dessus. Et je pense que aussi, et je vois qu'il y a des RH dans les personnes qui sont connectées, non pas l'argumentaire, mais en tout cas dans l'intérêt qu'un RH peut avoir à prendre soin de la santé de ses collaborateurs. Et ben là, il y a un élément d'argumentation qui rentre directement dans l'aspect économique de l'entreprise, qui peut lui servir. Donc, je vous invite à la consulter. C'est l'Institut Sapiens qui a sorti ça il y a 3 ans maintenant. 3 ans, pardon. Voilà. Mais c'est une étude assez vaste, très intéressante. Du coup, Voilà. ça m'amène à ma prochaine question. C'est du coup, quelle solution on peut y apporter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour alors éviter au plus d'avoir des collaborateurs qui présentent des risques psychosociaux, parce que je pense que c'est plus grave, et d'éviter au maximum le désengagement des collaborateurs. Alors, du coup, ça m'amène à élaborer un petit peu ce que j'ai présenté tout à l'heure en parlant de qualité sociale. Et je disais que j'allais un peu parler de ce qu'est la prévention. Donc, c'est le moment. Du coup, Rita, je te remercie. Donc, la prévention, donc, qu'est-ce que c'est prévenir les risques psychosociaux? En fait, on distingue 3 types de prévention, simplement. La prévention primaire, secondaire et tertiaire. Je vais commencer par le tertiaire parce que c'est le plus simple à saisir. En fait, la prévention tertiaire, c'est lorsqu'il y a non pas un risque, mais déjà un trouble psychosocial, donc qu'il y a un événement, par exemple, traumatique qui a pu arriver dans l'entreprise. Et là, en fait, on va proposer une solution pour résorber ce trouble rapidement. Alors, comment ça se concrétise? Nous, chez Keystone, on propose différentes modalités. Il peut y avoir une modalité d'intervention directement sur le terrain, et on va parler de cellules de crise psychologique, mais ça peut avoir d'autres noms. Mais oui, cellules de crise psychologique, c'est-à-dire qu'on fait intervenir un psychologue du travail sur site pour organiser des interventions, soit individuelles, où en fait on va voir les salariés en face à face, pour qu'ils alors déjà qu'ils puissent avoir un espace de décharge émotionnelle, et ensuite qu'on les oriente tout de suite sur des solutions, de résolution de leur mal-être émotionnel. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on fait aussi des interventions collectives où on va animer des groupes de parole. Donc là, c'est plutôt voilà, quand il y a un événement traumatisant, soit remettre des mots sur ce qui s'est passé, prendre de la distance, et puis créer une solidarité autour de ce moment précis. Donc ça, c'est dans le tertiaire. Alors dans le tertiaire, vous avez aussi, et ça c'est quelque chose qu'on propose et qui fonctionne bien, parce que c'est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et vous avez des spécialistes en fait en bullying. Donc c'est une ligne de soutien psychologique, un service qui s'appelle CARE chez Keystone, alors qui est pas que c'est pas que du distanciel, c'est-à-dire qu'on peut appeler en effet à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, un dimanche ou un mercredi. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a des moments où on peut être saisi de certaines émotions, ou alors peut-être qu'on a simplement envie de faire ça sur un temps qui soit hors travail et de pas avoir de personnes qui nous surveillent, ou voilà. Et donc ça, ce service-là, en effet, est assez
populaire aujourd'hui chez nos clients, parce que sur la période, notamment, on nous l'a beaucoup demandé, parce qu'en fait, les gens étaient très majoritairement à distance, et donc c'était vraiment le service idoine pour pallier à d'éventuels déséquilibres, ou mal-être psychologique des collaborateurs. Donc ça, c'est pour ce qui est du tertiaire. Donc c'est vraiment de l'intervention à Ouais, c'est posteriori. une fois qu'on a vraiment détecté le problème, qu'on a fait de la prévention, qu'on a fait un diagnostic. Là, on se rend compte qu'il faut vraiment mettre ça en place. Là, on est vraiment dans l'action. Oui, on est dans l'action. Je peux vous donner un exemple sans citer le client, mais assez récemment, on nous a sollicité sur une direction qui était clairement en surcharge de travail. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant l'année Covid, du fait d'avoir une charge moindre de travail, ils ont assez rapidement anticipé un plan de départ volontaire. Donc, il y a une partie des effectifs qui ont quitté les lieux. Et il se trouve que la charge est revenue, elle est revenue très fort avec la reprise, parce que alors je disais 6 points de PIB, c'est des indicateurs qui montrent que du coup le travail est là. Plus en plus, il y a nécessité pour toutes les entreprises de rattraper le retard qui a été pris. Donc, surcharge de travail pour des effectifs qui sont moindres. Et là, aujourd'hui, explosion des cas d'arrêt de travail dû à la surcharge. Plus, ils vont chercher des consultants qui sautent régulièrement parce qu'ils n'arrivent même pas à intégrer le flux de l'entreprise. Et donc, chez eux, on fait une intervention qui est tout tertiaire, où on intervient à différents niveaux. On intervient avec les managers sur des suivis individuels, sur des suivis collectifs également, en faisant de l'analyse de pratiques partagée entre managers pour leur laisser des temps, en fait, de discussion et de résolution de problématiques ensemble. On intervient aussi sur les collaborateurs, on ouvre une ligne d'écoute, les collaborateurs ont fait aussi du groupe de parole, bref, tout ce que je vous ai dit, mais du coup, assez concrètement sur un cas client récent. Mais ça, donc, c'est une intervention toute tertiaire quand le client a détecté pour nous même plus que le risque, le trouble, puisque là, la surcharge s'est concrétisée en arrêt de travail. On parlait des coûts cachés du travail tout à l'heure, ça, c'est un coût. C'est un coût important pour l'entreprise que d'avoir en parallèle 5 personnes qui sont en arrêt de travail, plus des consultants qui sautent au fur et à mesure. Ok. Voilà, pour le tertiaire. Et pardon, du coup, je digresse un peu, mais pour finir la présentation de ce qu'est la prévention, donc le secondaire, la secondaire, là, concrètement, c'est tout ce qu'on fait en matière de sensibilisation et de formation des collaborateurs. En fait, là, le secondaire, on détecte un risque et on vient le travailler à l'origine. C'est-à-dire, on peut avoir, pareil, je vais essayer de vous donner un exemple concret. On peut avoir des demandes, sur le harcèlement. Le harcèlement, c'est un des grands sujets qu'on a chez Cahier Social, où en fait on va avoir une entreprise dans laquelle il y a eu 1, 2, 3 cas de harcèlement à différents niveaux sur 2 ans, mais donc on n'est pas dans quelque chose qui rend l'entreprise moins fonctionnelle, mais il va falloir aller sensibiliser le public et faire des rappels surtout sur ce qui est légalement le harcèlement sexuel, moral. Et donc nous, ce qu'on fait, on présente des cas très concrets, on dit voilà, ça c'est du harcèlement, ça c'en est pas, ça c'est une agression sexuelle, ça c'en est pas une, et on rappelle en fait simplement les choses. Et normalement, après c'est un rappel de sensibilisation, de formation, etc., le risque est moindre. Voilà, alors ça c'est pour le secondaire, et ensuite j'enchaîne sur le primaire. Le primaire, donc on va encore plus en amont de tout risque. Là pour le coup, il n'y a pas de risque, mais on prévoit il y a toujours des risques, mais du moins il n'y a rien qui est détecté. Mais on prévoit des dispositifs qui vont permettre d'avoir une façon de fonctionner en cas de risque, ou alors on va faire ce qu'on appelle des audits tout simplement. Et on va aller voir, on va faire un audit sur les conditions de travail. Donc là, on ne parle pas de risques psychosociaux. On va poser aux salariés tout un tas de questions sur ces conditions de travail. Et ensuite, on va poser un diagnostic et dire où ils en sont. Voilà pour ce qui est de la prévention. Pardon, je t'ai un peu long, Rita, vas-y. Pas du tout. Okay. Non, d'ailleurs. Pardon ? Est-ce qu'on a des questions? Je ne vois pas. Non, on n'en a plus. On n'a plus de questions. Ok. On va continuer.
Et du coup, en termes de... J'appuie sur trop de boutons. En termes du coup, de primaire, il y a énormément de solutions qui peuvent être Oui, mises en dont place Zest, par exemple. pour prévenir. Oui, par exemple, comme Zest, comme des dispositifs comme Caddie Social. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de prévenir et en fait et de mesurer. En fait, souvent, les entreprises associent les risques, les risques psychosociaux à des dispositifs plus larges de QVT et d'engagement pour être proactif, pour mesurer en temps réel, pour être en mesure d'agir vite et d'améliorer. Parce que c'est vrai qu'on n'améliore que ce qu'on mesure en soi. Et donc, c'est important au début de pouvoir vraiment prendre ça. Et il y a beaucoup de dispositifs, d'ailleurs, qu'on a déjà mis en place avec Caddie Social. Chez certains de nos clients, on vous en parlera à l'issue d'un autre webinar. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'être toujours à disposition des collaborateurs. C'est de toujours donner la possibilité aux collaborateurs déjà de s'exprimer, de dire ce qui va, de dire ce qui ne va pas. Au-delà des enquêtes qu'on peut faire, des enquêtes d'engagement, QVT, des enquêtes RPS, mais c'est vraiment de leur donner un espace. Et comme on parle de l'obligation légale d'avoir un lanceur d'alerte, par exemple, mais là, nous, par exemple, au-delà du fait d'avoir cette obligation légale d'avoir un lanceur d'alerte, nous, l'objectif, c'est vraiment d'être en amont encore de cette alerte pour prévenir, pour être très rapide, pour favoriser aussi l'entraide au sein des collaborateurs, pour détecter quelques cas avant qu'ils ne soient trop graves. Et en fait, tout ça pour rendre les gens, les collaborateurs, acteurs du bien-être, de leur bien-être, de celui de leur père, au-delà des responsabilités du manager, des RH. Et toi, du coup, Zest, c'est vraiment en fait de la détection constante. Exactement. C'est un espace qui est ouvert constamment entre DRH et collaborateurs et ça leur permet d'avoir une vue au jour le jour des problématiques rencontrées par leurs collaborateurs. Exactement. Après, on a plusieurs exemples. On a un exemple d'entreprise qui nous dit, voilà, moi, je veux être en mesure de détecter, quel que soit le moment, quel que soit le moment de vie du collaborateur, son état d'esprit. Je veux qu'il puisse être libre de me dire quand ça va pas pour que moi, je puisse réagir vite. C'est vrai que ça peut un peu ouvrir la boîte de Pandore, mais au moins, quand je reçois quelque chose et j'agis, eh bien, ça me permet de détecter une situation où j'aurais pu me retrouver face à un turnover dans 3 mois parce que j'avais un collaborateur qui était en détresse et que je ne l'ai pas vu venir parce qu'il était en télétravail, parce qu'il est à distance et que je ne le vois plus en tant que manager et je vois pas ce qui peut ce qu'il peut penser, ce qu'il peut ressentir au final, parce que je suis loin de lui, je vois pas quelle heure il quitte son bureau, à quelle heure il a commencé, je ne connais pas la situation en fait de sa charge de travail, et donc l'idée c'est vraiment de recréer, on va dire un peu ce lien, mais aussi par rapport aux collaborateurs. Quand j'ai quelqu'un qui se sent mal, moi dans mon équipe, on l'a vécu, que ce soit chez les clients qu'on accompagne, mais aussi chez Zest. Pendant le confinement, on est tous vraiment solidaires. On est solidaires. Et quand on voit quelqu'un qui se sent mal parce qu'il a un peu trop de boulot, parce qu'il il vit mal un peu la situation d'isolement, eh bien on a tous envie de l'aider. C'est là où je parle de favoriser l'entraide entre les collaborateurs et c'est hyper important. On a d'autres cas où on a des clients qui sont venus nous voir et qui nous ont dit bon bah voilà, aujourd'hui on revient d'une période assez compliquée qu'on connaît tous et on sent que nos collaborateurs ont de nouveaux besoins, ont de nouvelles attentes, ont de nouvelles voilà, ont de nouveaux leviers de motivation. Ce qu'on avait avant et les enquêtes qu'on faisait un peu tous les ans sont un peu obsolètes parce qu'aujourd'hui, ils recherchent d'autres choses et on a besoin de le comprendre avant de les faire revenir au bureau. Et donc, on est sur des dispositifs assez action-réaction où on récolte
de la donnée, l'avis des collaborateurs pour être en mesure d'agir très rapidement. C'est sûr que c'était vraiment un sujet, ça, pendant la période, que d'avoir la capacité de détection d'un risque, justement. Je pense que Zest, c'est un super outil pour ça. Et c'est vrai que c'était une problématique qui a été beaucoup posée, en fait, par le travail à distance, où, en fait, alors déjà, au moment où c'est intervenu, quand même, personne n'était prêt. Alors, il y avait des entreprises qui pratiquaient le télétravail, mais de façon, alors déjà, enfin, anecdotique sur l'ensemble des entreprises. Et ensuite, si c'était pratiqué, c'était un jour par semaine, tel jour. Voilà. Enfin, faut quand même bien se souvenir d'où on vient là-dessus et de la façon dont les choses ont complètement basculé en 1 an et demi. Et finalement, se sont accélérés parce que quand on y pense, on comprend que le télétravail, c'était dans 10 ans, c'était la façon dont on allait le pratiquer, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, je parlais de tertiaire tout à l'heure, on est très globalement dans le tertiaire. Le tertiaire, ça réclame quoi? Ça réclame d'avoir un cerveau et puis une machine qui est connectée. Et puis c'est du service. Donc en fait, qu'on le fasse, là je parle de la sphère, du concret du travail, au-delà de l'aspect, et on va y revenir, équipe et solidarité entre pairs. Mais du moins dans le travail très concret, aujourd'hui, le télétravail, on peut le faire de n'importe où. Et ça, je pense qu'on le savait, mais aujourd'hui, on le pratique. Et il y aura des choses, en fait, sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Et oui, en tout cas, dans la période, il y a eu vraiment des problématiques de détection, justement, des risques. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et l'outil Zest, ça rentre là-dedans. Parce que et moi, je sais que j'ai vraiment observé des situations différentes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui ont été mises en arrêt complet, des personnes qui étaient en travail partiel, mais globalement au rythme très tranquille, et puis des personnes qui, à l'inverse, ont vécu une vraie surcharge parce que, je parlais du cas tout à l'heure, mettons qu'il y a une réduction d'effectifs qui soit faite sur la période, la personne étant isolée chez elle. En plus, j'ai aussi vu des situations où il y avait un management qui pouvait être un peu pressurisant. Parce qu'un management pressurisant peut venir aussi d'un autre management par-dessus qui est pressurisant. Mais bref, la personne, du coup, est seule chez elle face à une quantité importante de travail, sans ressources incarnées, du moins, autour d'elle. Et donc, derrière un ordinateur, et ça donne Là, pour le coup, on est dans une situation génératrice de beaucoup de risques psychosociaux. Et on a vu des personnes, ce que tu disais sur les chiffres qui sont sortis en mars 2021, mais on a vu des personnes vraiment dans des situations psychologiques pas drôles du tout. Et donc, il y a aussi eu ces destinées-là, j'ai envie de dire, qui ont été présentes enfin, déclenchées par le télétravail. Donc, oui. Alors, du coup, ça me fait penser à, voilà, on est dans une situation où la reprise, je pense, a généré énormément d'anxiété de la part des collaborateurs pour plein de raisons. Je pense qu'il y en a qui étaient très contents de retourner au travail et d'autres qui, au contraire, ne voulaient absolument pas y retourner. Ça s'est fait de manière un peu, pas brutale, parce qu'on s'y attendait tous. Si, malgré tout, il y a quelque chose de brutal parce que ça fait 1 an et demi que les gens, ils sont. Alors, il y a quelque chose de brutal. Il y a plein d'entreprises qui ont déjà réfléchi. On en a accompagné pas mal sur justement des nouveaux accords, en fait, de télétravail avec leurs collaborateurs. Et là-dessus, bravo à elle d'avoir su anticiper le fait que, en fait, il y avait un changement de paradigme de ce point de vue-là. Enfin, culturellement, les gens ont changé. Mais pour celles qui ont redémarré pied au plancher 5 jours par semaine, oui, là c'est brutal quoi qu'il arrive, même si on se l'est dit, c'est tombé le 31 août, là, le fait qu'on revenait au bureau, enfin en tout cas qu'il n'y avait plus d'obligation de télétravail, même si on s'y est préparé psychologiquement, ça fait 1 an et demi, et en 1 an et demi, on a eu le temps d'avoir, de se réinventer. Et en fait, c'est aussi brutal pour moi l'aspect reprise et retour au bureau qu'à l'époque, l'aspect on est en télétravail d'un coup d'un seul. Ouais. Et à l'époque, ça avait été générateur de risque. Aujourd'hui, ça peut l'être si c'est pas accompagné dans certaines situations. Et ouais, pardon. Pardon. Et alors, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps,
et qu'on Ouais, va c'est laisser pas mal, mais peut-être un peu de temps pour les questions. C'est voilà, d'avoir ça en tête, de mettre en place les choses pour prévenir, pour faire des diagnostics, pour agir. Euh, En quoi c'est bénéfique pour le collaborateur, en quoi c'est bénéfique pour le collectif, en quoi c'est bénéfique pour l'entreprise en général. Qu'est-ce que tu as remarqué, enfin toi, vous, chez Cali Social, chez vos clients qui ont mis ces choses-là en place? Alors, j'ai pas compris. Qui ont mis quoi en place? En quoi mettre ces actions donc, de prévention? Ah, bah, en quoi c'est bénéfique? Alors pour la reprise et pour accompagner la reprise Exactement. d'un point de vue psychosocial, c'est bénéfique parce que, bah, comme on l'a dit, en fait, il y a dans un risque, il y a un risque de mal-être. S'il y a un risque de mal-être, il y a un risque de baisse de productivité du collaborateur moyen, et puis de l'ensemble finalement, si ce risque se généralise sur un groupe, voire sur l'ensemble de la communauté de l'entreprise. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est en effet l'impact que ça pourrait avoir si c'est mal accompagné. Et là, en contexte de reprise, l'accompagnement qu'on peut en faire pour être très concret, et nous aujourd'hui, on a plusieurs missions qui sont lancées en parallèle sur ce sujet-là. Alors déjà, parce qu'il y a, par exemple, ça me fait penser, il y a une mission sur laquelle on est en ce moment, qui est une mission qui a trait aux problématiques identitaires traversées par les collaborateurs. Pourquoi est-ce qu'on est sur cette mission? Parce que finalement, quand ça fait 1 an et demi qu'on est chez soi, que on n'appartient plus à un collectif, en tout cas, encore une fois, de façon incarnée, voire même qu'il y a eu plein de nouveaux, etc. pendant cette année et demie. Je suis bien placé pour le savoir parce que chez Case Social, c'est comme ça que ça s'est passé beaucoup. Et ben, il y a une reconstitution d'identité à faire, c'est-à-dire qu'est-ce qui, moi, ainsi que mon collègue et l'autre collègue, nous font, qu'est-ce qu'on apprécie faire qu'est-ce qui font qu'on va au travail, qu'est-ce qui fait qu'on est réunis au sein de la même équipe, quel est le sens pour nous. Et donc ça, c'est un travail qu'on peut proposer. Et ensuite, il y a aussi et ça, on est encore une fois dans le primaire, mais il y a aussi un enjeu pour la direction d'aller sonder l'état psychosocial de son corps social. Et pour ce faire, eh bien, il y a des méthodes d'audit que j'ai un peu décrites tout à l'heure. Et une fois que l'audit est fait et le diagnostic est posé, ce qui va être intéressant de faire, et nous, ce qu'on propose régulièrement, ce sont des ateliers avec des organisations, enfin, comment dire, des compositions d'équipes paritaires avec des personnes qui sont issues de différentes équipes, qui elles-mêmes trouvent des solutions aux attentes qui ont été exprimées. Et de cette façon, la direction voilà, prend des mesures, si elle en a les moyens face aux solutions qui sont trouvées, et les annonce aux équipes. Et dans ce cas, en fait, tout le monde va dans le même sens, puisque les solutions émergent du corps social. Je vois que le temps file, donc je me tais un peu. Je sais pas. Non, mais c'est intéressant, on est là pour ça. Ok. Si d'ailleurs vous avez des questions à ce niveau-là par rapport à tout ce qu'on a dit, n'hésitez pas, il nous reste encore une dizaine de minutes pour y répondre. À la base, on avait prévu 45 minutes de webinar. On en est, on est arrivé au terme de ces 45 minutes. Donc, si tu veux, on Mais peut faire, voilà. si, Pardon? si les gens sont encore connectés, que ça les intéresse, on peut. Mais voilà, on peut continuer, on est là pour vous. C'est un sujet évidemment qui nous passionne, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Sinon, moi, je peux continuer hein, sur des questions. Si toi aussi, tu en as des vannes. Moi, j'ai envie de continuer de parler du télétravail. Oui, bah oui, c'est vraiment ce qui, en fait, dans la reprise, enfin, une fois Ouais, qu'on a dit que la reprise économique était là, c'est une chose, mais le vrai enjeu de septembre, c'est quand même le retour au bureau. Enfin, d'un point de vue pratique de travail, c'est ça et aujourd'hui. voilà. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses et pour toi, en quoi le télétravail généralisé va changer la donne parce qu'on a parlé du retour qui crée un peu de stress. Pour toi, en quoi ça va changer la donne, quoi. Bah alors, ouais, disons que c'est vrai que le fait d'avoir généralisé comme ça le télétravail pendant 1 an et demi, comme je l'ai dit, change forcément la donne sur les mois et les années qui vont arriver d'un point de vue attente collaborateur. Et là, j'avais un chiffre qui était assez éloquent qui disait, ah oui, voilà, alors c'est un sondage qui date de juillet là,
qui a été commandé par Slack, donc outil collaboratif de travail à distance par excellence, à Opinionware. Il a été fait sur 1000 personnes. Donc la question qui est posée, enfin 1000 personnes donc échantillonnées bien sûr. La question qui est posée, c'est si votre employeur vous imposait d'être présent au bureau tous les jours, une fois la crise sanitaire terminée, quitteriez-vous votre emploi? Et il y a quand même 38% des personnes qui répondent oui. Donc en fait, on se rend Ça compte m'étonne que pas. quand même, c'est de quoi? Ça m'étonne pas. Ouais, ouais, c'est donc c'est Ce devenu chiffre. un enjeu, c'est devenu un enjeu énorme que d'avoir toute la souplesse qu'offre le télétravail. Et je pense que c'est comme dans tout, la solution, comment dire, de rythme à trouver est dans l'équilibre. Moi, je sais que quand j'étais tout le temps en télétravail, je me plaignais de faire lit, bureau, bureau, lit tous les jours. À l'inverse, si on me refait passer aux 5 jours par semaine, je vais pas être content de ne pas avoir la souplesse de faire ma presse pour tes clients tout en lançant mon lave-linge à côté ou en allant faire mes courses entre midi et 2. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu dans le télétravail, alors on a parlé des cas de figure qui se sont pas bien passés avec des problèmes, enfin comment, des implications psychologiques pour les personnes qui l'ont mal vécu, qui l'ont vécu comme étant en isolement, etc. Mais aussi beaucoup de choses, bien sûr, positives à en tirer, avec donc cette flexibilité, cette réduction de temps de trajet aussi, puisque en fait, les bureaux, c'est pas long. Et donc, pas peut-être d'ailleurs, j'avais lu un truc là-dessus, les Français ont mieux dormi, se Oui. sont mieux nourris aussi parce qu'ils avaient le temps de le faire. Et donc, d'un point de vue équilibre global, c'est quand même assez intéressant le télétravail. Et on parlait tout à l'heure du bien-être des collaborateurs et de l'importance d'avoir des collaborateurs qui se sentent bien au travail dans une optique de performance économique de l'entreprise. Il est important pour les entreprises d'entendre ça et de réfléchir à un rythme qui soit le bon. Puis selon les secteurs, encore, il y a d'autres problématiques qui se posent, mais qui soit le bon pour que le télétravail soit un outil Ouais, de ouais. performance. Et c'est Je vraiment un pense outil qu'il de faut bien performance, un outil de l'organiser. bien-être, donc de performance. Je pense qu'il faut bien l'organiser. Je comprends ton point de dire bon voilà, si demain on me demande de revenir à 5 jours par semaine, c'est pas l'idéal. En même temps, être trop à la maison, c'est pas l'idéal non plus. Je pense qu'il faut Mmh. trouver le juste équilibre, mais il faut surtout bien l'encadrer et bien l'organiser. C'est pas aujourd'hui je me réveille et en fait j'ai pas envie de venir et je viens pas. Je pense que en termes d'organisation du travail, ça peut quand même avoir un impact. Il y a des choses qui existent. Après, oui, bien sûr. Après, il y a des méthodes très concrètes. Moi, j'ai vu des entreprises qui disent, en fait, il y a 2 jours fixes. Il y a un jour volant dans la semaine où les gens choisissent un peu quand ils veulent. Donc, ça permet d'avoir la souplesse de prendre ce jour volant quand on veut, d'avoir un enchaînement vendredi à la maison, plus samedi, dimanche en week-end. Bref, il y a plein de choses qui existent là-dessus. Mais c'est vrai que ça, en fait, ça peut pas on peut pas l'oublier. C'est pas anodin ce qui s'est passé et ça a forcément fait basculer les pratiques. Et les gens ont, aujourd'hui, les Français ont globalement tout de même euh, su apprécier la souplesse que ça offrait, le confort, et ont aussi observé que sur leur santé et équilibre personnel, ça avait un impact positif. Et alors, juste pour revenir sur les risques de la reprise, il y a aussi, et ça c'est un autre chiffre qui est issu de ce même sondage, qui dit que... alors non, pardon, c'est un autre sondage, pardon, j'ai pas la source, mais en gros, il y a tout de même 14% des Français qui sont restés pendant 18 mois complètement en télétravail. Donc c'est... parce que autant nous, Non. et toi, je pense que t'es revenu un peu au bureau, mais Ouais. ces gens-là, enfin ces personnes-là, après 18 mois, il y a quand même des petites questions psychosociales qui se posent. On a beaucoup parlé à un moment du syndrome de la cabane, enfin, le fameux qu'on a un petit peu tous vécu au sortir du premier confinement où pendant 2 mois, on a vu 2 personnes. Et ensuite, on a été complètement perdu socialement pour avoir des sujets de conversation simples et des accroches sociales primaires. On avait tout oublié. Eux, au bout de 18 mois, je pense que ils ont bien eu le temps de tout oublier aussi. Et donc, faut faire attention à ces personnes qui sont restées aussi longtemps en télétravail et aussi loin.
de leurs collègues, avec lesquels, en fait, ils ont perdu en 18 mois beaucoup de liens. Et Ouais. donc, voilà. Et Et beaucoup de... alors, moi, j'ai une question pour vous, participants. Quel est le rythme, vous, de télétravail pour votre rentrée? On a lancé un petit sondage. Je ne sais pas si vous l'avez en ligne, mais ce serait sympa aussi d'avoir votre avis à vous sur le rythme idéal, ce que vous faites. Euh, je pense que c'est J'ai l'impression important. qu'il lag un peu. Ah non, c'est parce qu'il est... Moi, je le vois pas. Ok, non, ouais. Alors, je sais pas du tout. Si j'ai Non, un... parce que moi, je le vois, mais je peux pas y répondre étant orateur. Ah, voilà, bah, j'ai les réponses en fait. S'il est en cours. Alors, T'as des réponses? on en a quelques-unes, on en a cinq. On en a cinq. Je pense que c'est pas encore assez parce que ça fluctue beaucoup. Ça Et fluctue beaucoup. t'as mis... Parce que je vois pas, le sondage, c'est une question Ah, à choix pardon. multiple Alors, c'est un choix simple. C'est quel rythme de télétravail pour votre rentrée avec un jour par semaine, deux, trois, quatre, cinq et autres. Autres, j'imagine que c'est du télétravail à 100% et en fait, je fais absolument ce que je veux. Je pense que six on a jours au aussi. bureau, mais là, il y a un problème. Ouais. Non, non, je parle des télétravailleurs nomades qui en fait font un peu le tour du monde. Bon, là, j'en vois énormément. J'en ai parlé au début. Je suis à Biarritz. À titre personnel, j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont carrément quitté la capitale pour faire du télétravail à 100% et qui sont très heureux aujourd'hui de pouvoir voilà, travailler en pleine nature, au bord de l'océan, et de pouvoir faire leurs réunions, et de temps en temps retourner quand même à Paris pour faire du télétravail. Je pense qu'il y a de nouvelles, de nouvelle organisation, en tout cas de la vie personnelle, pour certains et Hmm. on le voit dans le sondage ici, on a un peu plus de réponses. On a quand même 20% des personnes qui sont sur un rythme complètement différent du rythme classique de télétravail et de retour au bureau. Et, Du coup, je vois pas les résultats du sondage. pardon. Je vois pas les résultats du sondage. Est-ce que je peux partager mon écran? Est-ce que je peux partager? Je ne sais pas comment 100% en présentiel, pas le choix pour le moment. Bah oui, Jean-Christophe. J'imagine que du coup, c'est un petit peu, on parlait comment dire, de brutalité de ce côté 100% en présentiel d'un coup d'un seul. Et en effet, c'est tout de même. Et alors, Jean-Christophe, est-ce que c'est un choc pour vous Ouais. de revenir à 100% quand on a passé énormément de temps Je pense que le pas le choix pour le moment, trois petits points. ouais. Dans les trois petits Parce que points, il y a un petit côté pas très content de Jean-Christophe. Et alors, on a Marie-Pierre aussi qui nous dit jour flottant, 2 jours par mois. Ça veut dire que est-ce que vous avez profité de cette situation pour partir au vert, par exemple? Un jour flottant, 2 jours par mois. Ça veut dire que le reste du temps, c'est du bureau. Moi, pour moi, 2 jours par mois, c'est 2 jours par mois au bureau et le reste, c'est non? Je sais pas. C'est soit l'un, Si soit l'autre. Marie-Pierre, on peut avoir une précision. Si Marie-Pierre est encore là, En je tout crois cas, qu'il Rita, tu parlais du nomadisme et de sa généralisation. C'est vrai que ça va être aussi un sujet. Je sais qu'il y a ça a été extrêmement apprécié par certains, dès lors qu'il y avait possibilité tout de même de bouger, donc c'était selon les périodes, mais apprécié par certains d'avoir cette capacité d'itinérance tout en continuant à travailler pour la même entreprise. Et je pense que pour les RH, dans une stratégie marque employeur à jour des attentes d'aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un critère fort que de dire que on accepte que les collaborateurs puissent bouger et travailler d'où ils veulent. ouais, je pense que c'est important aussi de pouvoir, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des nouveaux leviers
de motivation des collaborateurs qui ont complètement changé en cette période. Et donc, c'est important de les comprendre et de vraiment prendre ça en compte parce que ça peut engendrer des situations où, quand on a vraiment apprécié ces moments, enfin, apprécié et trouvé vraiment son équilibre quand on nous a imposé le télétravail parce qu'on n'avait pas le choix, qu'aujourd'hui on nous impose de revenir, je pense que c'est important de prendre ça en compte. Rita, est-ce que ça coupe dans 8 secondes là? Est-ce que ça coupe? Ouais, parce que je vois qu'on arrive qu'à 3. Si jamais, je J'espère. dis au revoir à tout le monde et si. Non, ça coupe Non, pas. c'est bon, Ok, ça va c'est couper. bon. Parce que je vois qu'on Bon, avait en tout prévu cas, une on peut heure. conclure. On peut conclure. Ma Merci couille. beaucoup. On va vous parler d'autres. Enfin, on a un client commun avec Cali Social parce qu'on a quand même des offres qui sont assez complémentaires. On va organiser un webinar bientôt pour parler de ça. On va vous communiquer la date par mail. Je pense que si vous nous autorisez à vous envoyer ça par mail. Et on a aussi, il y a Cali Social aussi qui organise un webinar prochainement sur le sujet de. Tu peux me rappeler, Devan, le sujet? Alors, je l'ai plus en tête parce que c'est pas moi qui vais intervenir directement, mais Camille Puech, qui est notre dirigeant, fondateur chez KFCL, qui est très bon. Et C'est donc, sur la résilience, l'engagement ah oui, et bon, en le plus, rebond. c'est des sujets qu'il maîtrise très bien, donc je pense que ça vaut le coup de suivre ce webinaire. Et Et moi-même, je suivrai. ok. Bon, bah voilà, on va vous envoyer le lien là sur le chat. Nous aussi, on organise un webinaire, alors là, sur un sujet complètement différent. Mais parce que Zest, on ne fait pas que de l'écoute collaborateur. On s'adresse aussi au sujet de la performance et de la conversation continue entre le collaborateur et le manager. Je pense que c'est un sujet aussi assez important en temps de télétravail, quand on ne se voit plus, de pouvoir avoir des moments d'échange processés pour nous aider, voilà, à préparer nos entretiens annuels, voire de les remplacer aussi par des échanges beaucoup plus récurrents, pardon. Et on a hâte aussi de vous parler de notre expérience commune avec Cali Social. On fera un peu de teasing un petit peu plus tard sur ça. Merci à tous. Je vois qu'on n'a pas eu on n'a pas eu plus de questions. En tout cas, Marie-Pierre, on sait que maintenant, voilà, vous êtes en Corrèze et que Jean-Christophe est resté à 100%, mais tout va bien quand même malgré les 3 petits points. Devan, je ne sais pas si tu as un mot de conclusion. J'ai un mot de conclusion. Bah non, bah merci pour ce temps d'échange. C'était très intéressant. J'espère que ça vous Merci. a plu aussi, parce que le but c'était que ça vous intéresse. Et puis voilà. Et puis il est 12h30, donc je vais vous souhaiter un bon déjeuner. Merci à tous et à très bientôt, j'espère. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez où nous trouver. Exactement. Et bonne journée.